Bonjour à tous. Donc, voilà, on va commencer la conférence qui sera animée par Nicolas, donc, notre intervenant. Et donc, il va nous parler de Greenfib. Donc, Nicolas, je te laisse te présenter rapidement. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Bon, merci déjà pour l'invitation et l'organisation par une startup. Je vois que tout est en place. Et merci aussi à l'INSA Strasbourg d'avoir pensé à Greenfib. Donc, moi, je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans. Ça fait 3 ans que j'ai quitté mon école. Donc, j'ai fait un bachelor en commerce, spécialisation entrepreneuriat à Nantes. Je me suis assez vite intéressé aux solutions écologiques. J'ai fait un tour d'Europe en voiture électrique avec 3 amis pour aller documenter, filmer des solutions écologiques à travers l'Europe d'une manière plus propre, donc avec une mobilité électrique. Et en fait, la dernière initiative que j'ai rencontrée et filmée, c'était Greenfib. Et donc, Greenfib, c'est une matière qui est 100% biosourcée, qui est durable, qui est fabriquée en France et dont l'objectif est de remplacer progressivement les plastiques pétro-sourcés dans les objets du quotidien. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de la matière, de toute la démarche écologique aussi qu'on a mis en place ces 3 dernières années. Et puis aussi, comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, de vous donner des codes pour décrypter ce qu'est une bonne solution écologique, quels outils on peut avoir pour décrypter qu'une solution est une bonne solution écologique, et comment aussi reconnaître les fausses bonnes idées, parce qu'il y a plein de choses qui voient le jour, pas seulement sur le domaine des matières, mais aussi sur le domaine de la mobilité, du bâtiment, etc. Et je pense que c'est important pour vous, techniciens et futurs techniciens, de savoir décrypter ces solutions et celles qui sont les plus impactantes, et donc celles qu'il faut développer. Je précise que Nicolas, du coup, sera disponible sur son stand aussi. Donc, voilà, tu as ton stand Greenfib sur lequel les gens pourront échanger avec toi. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller le voir après la conférence si vous avez des questions supplémentaires ou que vous voulez simplement voir plus en détail ce dont il va nous parler aujourd'hui. Je te laisse enchaîner. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, l'idée, c'est d'abord de vous présenter un petit peu Greenfib. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, ça me va bien si le format est interactif. Si vous posez des questions, on pourra les reprendre à la fin et puis y répondre. Je ne suis pas du tout un expert du domaine dont je vais parler. Moi, je suis le technico-commercial de l'entreprise. Je pense que vous, en tant qu'ingénieur, futur architecte, vous avez des compétences techniques bien supérieures aux miennes. Donc, je suis là pour partager mon expérience. Je n'ai pas du tout la science infuse sur le domaine, et l'idée, voilà, c'est de partager et que ce soit interactif. Donc, Greenfib, c'est une matière qui a été inventée par un opticien qui est basé à Poitiers. C'est un opticien qui fabrique des montures de lunettes depuis une vingtaine d'années, qui vend des montures de lunettes depuis une vingtaine d'années. Il a toujours eu son petit atelier derrière son magasin pour fabriquer des lunettes sur mesure. Et donc, il fabriquait des lunettes en acétate de cellulose, qui est la matière la plus utilisée en lunetterie. Sauf que l'acétate, en fait, quand on regarde de près, c'est une matière qui est très énergivore à fabriquer, qu'on va chercher souvent à l'autre bout du monde, qui reste 2-3 ans sous forme de lunettes sur la tête des clients, et qui est très peu recyclable. C'est un thermodurcissable, pour ceux qui s'y connaissent un peu en chimie, et donc il est compliqué à recycler. Il existe des acétates qui sont des thermoplastiques, qui peuvent se recycler, mais aujourd'hui, il n'y a pas non plus de filière pour les recycler. Donc on est dans une économie qui est purement linéaire, comme on voit sur la gauche de la slide, et avec toutes les problématiques que ça implique en termes d'émissions de CO2, en termes de déchets qu'on incinère ou qu'on enfouit. Et donc, Luc, cet opticien, il y a une dizaine d'années, il s'est dit que ce serait super chouette si on pouvait inventer une nouvelle matière qui puisse révolutionner la lunetterie et permettre de fabriquer des lunettes qui soient écologiques. Il a commencé à écrire son cahier des charges. Il voulait une matière qui soit 100% biosourcée, donc 0 molécule de pétrole. Et surtout, on parle beaucoup des biosourcés, mais une matière qui ne concurrence pas l'alimentation humaine. Il y a énormément de matières bio à base de betteraves, de canne à sucre, de pommes de terre. Et en fait, ces matières-là, le problème, c'est qu'elles prennent des terres agricoles et elles sont comestibles. Et donc, si on les met à l'échelle, on va avoir un problème, le même problème que les zéro carburants. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un choix entre donner à manger à la population et faire de la matière. Donc, dès le départ, Luc, il ne voulait pas rentrer dans ce débat éthique et avoir une matière qui soit sans concurrence avec l'alimentation humaine et animale. Et aussi, surtout, une matière qui soit durable, donc qui soit très résistante. Pas une matière biodégradable qui va être dédiée à des usages uniques et éphémères, mais plutôt une matière qu'on puisse fabriquer et qui puisse permettre de faire des objets qui durent 10 ans, 20 ans, parce que la matière la plus écologique, c'est celle qu'on ne consomme pas, donc autant faire des objets qu'on puisse réutiliser dans le temps.
Et puis aussi pour des raisons de facilité de mise en œuvre, l'idée c'était que la matière puisse être fabriquée en France dans des outils existants et aussi qu'elle puisse être recyclable et recyclée, donc avec une filière de collecte et de recyclage. Donc ça, c'était un peu le rêve. Là, on est en 2010. En 2012, il dépose son brevet après avoir bossé avec des chimistes, un labo de chimie qui s'appelle Valagro à Poitiers. Et puis, de 2012 à 2018, il a adapté cette matière à plusieurs procédés d'injection, d'extrusion, d'impression 3D. Et c'est en 2018 où il s'est associé avec un Breton, qui est un de ses amis d'enfance, ils ont créé la société Innotech qui développe Greenfield. Et moi, je les ai rejoints à ce moment-là pour gérer toute la partie développement commercial, marketing, etc. Et donc, Greenfield, on dit souvent, c'est d'abord une matière et c'est aussi et surtout une démarche. Mais d'abord, c'est une matière. Et donc, dans cette matière, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord un dérivé de l'huile de ricin qui, lui, est 100% biosourcé. Je pense que vous étudiez un peu les plastiques et si on a des industriels qui sont là, ils connaissent bien les polyamides. Le polyamide 11, qui est en fait le produit qu'on utilise comme base dans Greenfield, il a été créé il y a 70 ans par Arkema, donc, qui est une grosse entreprise de la chimie française. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des pénuries de pétrole après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour faire perdurer le modèle, il fallait trouver une autre huile que le naphtha qu'on extrait du pétrole pour faire du plastique. Et donc, ils ont trouvé l'huile de ricin. Cette huile de ricin, ils en ont fait du polyamide 11, qui est un polymère. Et en fait, l'intérêt de ce polymère, c'est qu'il est 100% bio et surtout que le ricin pousse en Inde sur des sols arides et semi-arides. Donc, pas de terre agricole. On ne vient pas concurrencer l'alimentation humaine et animale. Et puis, Arkema a mis tout un programme en place avec une ONG qui s'appelle Solidaridad pour veiller à ce qu'en Inde, tous les petits fermiers, qui sont des petites fermes en fait, d'un hectare, 1,5 hectare, soient accompagnés, puissent pratiquer la rotation des cultures, trier leurs déchets, utiliser moins d'eau. Et ils vont même jusqu'à utiliser la bogue en fait, de la graine de ricin que vous voyez à l'écran comme un pesticide naturel parce qu'elle est naturellement toxique. Donc ils mettent ça au pied de la plante et donc ça sert de pesticide naturel. Donc il y a une vraie démarche derrière cette matière-là. Et son seul problème jusque-là, c'est qu'en fait, depuis 70 ans, le PA11 il est surtout utilisé coupé avec des polyamides pétrosourcés pour renforcer ses propriétés mécaniques en fait. Il existe dans un grade 100% biosourcé, mais il est rarement utilisé dans ce grade-là parce qu'il a des propriétés mécaniques insuffisantes. Et donc, Luc, ce qu'il a fait, au lieu de venir renforcer avec du pétrole, il a utilisé des farines minérales et des farines végétales. Toutes issues donc, du territoire français. Donc, le talc vient des Pyrénées, la coquille d'huître vient des déchets des ostréiculteurs de Bretagne, le bois vient des déchets d'une scierie bretonne et le roseau vient d'une zone humide du département de l'Indre. Le roseau, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a deux manières de le cultiver. Alors, soit on le cultive, on prend des champs et là, du coup, on prend des terres agricoles, soit en fait, il pousse naturellement dans les zones humides. Et aujourd'hui, ces zones humides-là, elles souffrent du fait que le roseau, il pousse très très fort, très très vite, et il finit par étouffer la zone humide. Et du coup, la zone humide étant en danger, toute la biodiversité qui y vit est aussi en danger. Et comme aussi on ne tire pas trop de valeur économique de ces zones humides, on se retrouve vite avec des centres commerciaux ou des barres de béton sur ces anciennes zones humides, ce qui n'est pas top. Et donc, tirer une valeur économique et extraire le roseau permet de protéger la zone humide et protéger toute la biodiversité qui y vit. Donc en ce moment, on parle beaucoup des oiseaux, des insectes qui disparaissent. Bah, ça, c'est une manière de les protéger. Donc voilà ce qu'on a dans la Green Fib. Et en fait, nous, on a découpé, on a divisé cette Green Fib en plusieurs produits, en plusieurs références, selon si on va mettre du bois ou du roseau, et du talc ou de la coquille d'huître. On a toujours une base polyamide 11, dérivée de l'huile de ricin, et après, on va venir la charger différemment avec du végétal et du minéral. Globalement, quand on met du talc, on a les meilleures propriétés mécaniques. Quand on met de la coquille d'huître, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser un déchet comme une ressource, donc le déchet de l'ostréiculteur comme une ressource. Par contre, on perd un petit peu en propriété mécanique, mais comme on part déjà d'une bonne base, on garde des propriétés qui sont quand même intéressantes. Et au niveau de la différence entre le bois et le roseau a une esthétique très fibrée parce que sa granulométrie est plus élevée, alors que le bois a une esthétique quand même fibrée, mais plus discrète parce que sa granulométrie est un petit peu plus faible. Donc voilà, on a tout un éventail selon si le client il veut signer son produit, s'il veut un impact écologique exemplaire, s'il veut de la performance technique.
et on a des références qui sont adaptées à l'injection et à l'extrusion. Au niveau des performances techniques, pour ceux à qui ça parle, on est vraiment dans le haut du panier dans ce qui se fait en termes de plasturgie. On a une super résistance en flexion, en traction aux impacts. On a par exemple un module de flexion autour de 1500, un module de traction autour de 1800. Donc ça permet vraiment de fabriquer des pièces techniques. Et c'est une matière qui se transforme très bien dans les moules existants en fait, de la plasturgie traditionnelle. On a déjà fabriqué des gobelets en green fibre dans des moules de Polypro, des lunchbox en green fibre dans des moules de Tritan. Voilà, on peut remplacer assez aisément les anciennes matières dans des moules existants, ce qui permet à des entreprises qui n'ont pas forcément des capacités d'investissement énormes de ne pas réinvestir dans des nouveaux moules, mais juste de venir remplacer en fait les anciennes matières par la green fibre. Donc n'hésitez pas, on a des fiches techniques, on a des choses plus complètes que ça, là c'est un petit aperçu, mais n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'infos sur tous ces aspects techniques. Et du coup, niveau transformation, donc nous on vend un granulé qui a cet aspect un petit peu marron clair, qui peut s'injecter, et ensuite une fois qu'on a des plaques injectées, on peut aussi l'usiner. Par exemple, on a en juin 2021 40 000 montures de lunettes qui vont sortir dans 1200 magasins d'opticiens en France. Et ces lunettes-là, elles sont usinées dans des plaques injectées. On peut aussi l'imprimer en 3D, donc on vend du filament 3D. Et on a développé tout un panel de couleurs qui sont des couleurs raisonnées. On ne voulait pas prendre les mêmes mélanges maîtres qu'on trouve dans la plasturgie traditionnelle, parce que on y trouve des métaux lourds, on y trouve des particules qui ne sont pas top. Et donc, on a développé des couleurs qui sont certifiées EN 13432 et qui ont beaucoup moins de ces particules-là, métaux lourds, etc. Et on peut aussi développer des couleurs sur mesure. On a un coloriste qui est basé en Bretagne et qui peut travailler sur des colorations sur mesure. Et on est souvent sollicité en ce moment sur de l'extrusion, du thermoformage, du soufflage. On y travaille. 2021, c'est une année charnière pour ça. On va faire des tests avec plusieurs partenaires. On sait que le polyamide 11 vierge, il se thermoforme, il s'extrude, il se souffle. Donc, il n'y a pas de raison que GreenFib, ça ne fonctionne pas. On est en train d'effectuer des tests là en ce moment pour valider que ça peut fonctionner. Et donc, techniquement, tu parlais tout à l'heure des propriétés techniques et de la résistance mécanique en flexion, en traction, en résistance au choc. Et GreenFib, c'est aussi une matière qui a une excellente résistance thermique. Elle est stable de moins 30 degrés à 90 degrés. Donc, elle passe au lave-vaisselle. On a fait des tests avec Platex, qui est un des leaders du plateau repas pour les collectivités en France. Ils ont garanti la matière 10 ans à lave-vaisselle pour leur plateau. Donc, ça résiste aussi aux lessiviels, aux détergents. Ça a une très bonne résistance chimique. Et au niveau thermique, on a même fait des tests jusqu'à 960 degrés au fil incandescent avec un grand de l'électrique français pour vérifier qu'on puisse fabriquer des interrupteurs électriques, des prises électriques. Et donc, ça passe. La GreenFib a été homologuée pour l'ensemble du catalogue de ce fabricant. Et donc, on peut fabriquer des objets connectés, on peut fabriquer des robots de cuisine si on veut. La matière est certifiée alimentaire aussi selon les normes européennes. Et elle est certifiée à l'UTEC, qui est la norme lunette, qui vérifie la résistance aux UV, le caractère inoxydable et le caractère hypoallergénique aussi de la matière. Donc on a en fait une super matière pour faire des produits qui durent dans le temps, qui soient réutilisables, qui soient lavables, qui soient consignés, qui soient rechargeables. Et avec tous nos clients, on travaille vraiment dans cette dynamique-là. L'idée, c'est qu'ils fabriquent des produits qui durent le plus longtemps possible. On a plein de clients qui viennent nous voir avec des cahiers des charges d'usage unique ou éphémère à la base, et nous, on essaye de les faire basculer justement sur des nouveaux usages. Et donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. L'objectif de Luc à la base, c'était de faire des lunettes. Donc cet objectif-là, il va être atteint en juin, puisqu'on a ces 40 000 montures de lunettes qui sortent. Mais finalement, la matière s'est révélée pertinente dans d'autres secteurs, notamment l'alimentaire. On travaille beaucoup sur des contenants alimentaires réutilisables, donc du gobelet à café réutilisable, de la lunchbox qui va servir dans des frigos connectés ou des cantines d'entreprise pour remplacer tous les emballages à usage unique. Chez des grands de la restauration d'entreprise comme des Sodexo, on peut mettre des lunchbox réutilisables. Ça, c'est super intéressant. Dans la cosmétique aussi, il y a un essor en ce moment vraiment du rechargeable, du vrac. On a développé avec Antarctica Cosmétique des petits contenants
qui permettent de transporter vos cosmétiques solides et liquides en vrac quand vous partez en voyage, etc. Ça, je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est un produit qui est déjà disponible sur le marché. C'est un produit qui est super sympa, qui existe dans plusieurs couleurs, qui est fabriqué en Bretagne, juste à côté de chez nous, et qui permet vraiment de supprimer l'ensemble du plastique dans votre salle de bain. Ils vendent même les shampoings, le dentifrice, les gels douche liquides qui vont avec. Donc c'est assez intéressant. Et puis, on travaille aussi sur des stylos, sur des montres, sur des interrupteurs électriques. Donc voilà, partout en fait où il y a du plastique et partout où on est sur de l'objet qui vise à durer dans le temps, on peut mettre de la green fibre. Et puis, donc on fabrique notre mélange, le mélange ricin plus végétal plus minéral, tout est fait en fait à côté de Vannes, en Bretagne, et à côté de Poitiers, en Nouvelle-Aquitaine. Donc tout est fait en circuit court. Et on organise aussi la filière de recyclage et de collecte. Par exemple, avec nos fabricants de lunettes qui sortent les 40 000 montures de lunettes en juin, on a plusieurs moyens de recycler. Déjà, on récupère toutes leurs chutes d'usinage. Elles sont classées par couleur. Et nous, on va recycler mécaniquement les chutes d'usinage en plaques pour qu'ils puissent réusiner des lunettes dedans. Et ça, on peut le faire à un minima de 3 fois. Et on espère pouvoir aller jusqu'à une dizaine de recyclages. Et donc, on peut faire ça en plus en circuit court. Eux, ils fabriquent à Oyonnax. Nous, on récupère la matière et on la recycle à côté de Poitiers. Donc, c'est vraiment une filière de recyclage en circuit court qui est très, très pertinente. Et puis, en parallèle, on les a accompagnés pour que les 1200 opticiens qui vont vendre les montures de lunettes soient tous points de collecte de tout objet en green fibre d'une certaine taille. Et qu'on puisse du coup recycler par ce biais à la fois des lunettes en fin de vie, mais aussi du gobelet, de la brosse à dents, tout type de petits produits. Et du coup qu'on puisse mailler le territoire comme ça avec des points de collecte, parce que vous êtes bien placé pour savoir que dans le recyclage, tous les plastiques se recyclent quasiment, mais le nerf de la guerre, c'est la collecte. Et donc, il faut pouvoir l'organiser, cette collecte. Nicolas, Ouais. par rapport aux chutes d'usinage, tu disais que tu pouvais les réutiliser jusqu'à 3 fois et que tu espérais augmenter. De quoi ça dépend, ce nombre de réutilisations? Alors, ça dépend. Alors, il y a un premier, il y a une première chose qui est les tests. Pour l'instant, on a fait des tests officiels sur 3 fois. On a fait des tests officieux jusqu'à 9. Donc, on dit l'officiel, on écrit l'officiel et on peut dire l'officieux, on va dire. Après, plus sérieusement, ça va dépendre en fait de la recette de la green fibre recyclée. En fait, quand on recycle des plastiques, on peut mettre 80% de recyclé avec 20% de vierge. On peut décider de mettre 100% de recyclé. On peut décider de faire du 50-50. Et tout ça, ça va jouer sur 2 choses: les performances mécaniques de la matière recyclée et sa couleur. Parce que quand on réinjecte, on va foncer la matière et du coup, souvent, on va obtenir des teintes qui vont être un petit peu différentes. Donc, le fait d'ajouter un peu de vierge va limiter cette coloration. On est en train en ce moment justement de faire des tests pour nos fabricants de lunettes. On est en train de recevoir les premières chutes et on fait des tests pour savoir quelle va être la meilleure recette. Pour l'instant, les tests qu'on a fait, c'était sur du 100% recyclé. On perdait quasiment pas de propriétés mécaniques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire des nouveaux tests pour qu'on puisse atteindre les mêmes couleurs que les couleurs qu'on a atteintes sur du vierge. Donc ça, on va pouvoir mettre en place en fait une fiche recette recyclage qui sera utile pour nous, mais qu'on pourra aussi mettre à disposition de nos clients injecteurs, parce qu'ils peuvent très bien broyer les carottes d'injection, les chutes d'injection sur place avec leur broyeur et puis les réinjecter tout de suite, quoi. Donc voilà comment on travaille sur le sujet. Ok, super. Et puis du coup, au-delà de la matière, on a essayé de mettre depuis 3 ans en place une démarche un peu innovante pour faire en sorte que les projets soient les plus écologiques possibles. Parce que la matière, c'est bien, mais en fait, il y a plein d'autres choses autour à mettre en place. Alors déjà, nous, on s'inspire dans nos décisions des principes du vivant. Je ne sais pas si vous connaissez les principes du vivant, il y en a 8. C'est en fait des choses que toutes les espèces animales et végétales respectent dans la nature et qu'on retrouve globalement chez toutes ces espèces-là. Il y a une première chose qui est d'être en coopération plus qu'en compétition. On se rend compte que dans la nature, les espèces, elles coopèrent entre elles. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place. Vous le verrez tout à l'heure, on n'a pas de bureau, on n'a pas d'usine, on travaille qu'avec des partenaires, injecteurs, extrudeurs, compounders pour fabriquer la matière, coloristes. Et du coup, on coopère avec eux
On aurait pu décider d'investir massivement, construire un bâtiment, internaliser des coloristes, des injecteurs, des machines, etc. On n'a pas envie de faire ça parce qu'il y a déjà des gens qui bossent beaucoup mieux que nous. C'est pas notre métier. Et puis l'idée, c'est pas de les remplacer, c'est justement de les aider aussi à évoluer. Donc voilà, on essaye de coopérer avec eux. Après, il y a d'autres principes qui sont d'utiliser par exemple les déchets comme ressources. Un arbre, par exemple, quand ses feuilles tombent en automne, elles se transforment en humus l'hiver, et puis ça va arriver jusqu'aux racines, et l'arbre, il se serre à côté de chez lui. Il ne se serre pas voilà, à 2 km ou à 1000 km. Donc, il utilise des ressources qui sont locales, et en plus, il utilise ses déchets. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi avec la coquille d'huître, avec le bois, qui sont des déchets, et puis plus globalement, avec toutes les charges végétales et minérales qu'on utilise, à l'exception du ricin qui vient d'Inde, mais on sait pourquoi. Si on le rapatrie en France, on devrait raser des forêts ou prendre des terres agricoles, donc ce ne serait pas pertinent. Donc voilà, déjà, au niveau de la décision, voilà, on s'inspire un peu des principes du vivant. Vas-y, je vois que tu as activé ton micro, tu as peut-être une question. Ouais, je me permets juste une petite question. Donc, tu disais que voilà, vous n'aviez pas forcément d'usine et que du coup, vous essayez de rester vous approvisionner localement. Est-ce que du coup, en fonction du type de matière qui est créée, donc si tu utilises des coquilles d'huître ou un autre matériau qui se trouve ailleurs, est-ce que du coup, tu vas produire ton matériau dans une usine qui se trouve près de ce matériel de base? Alors, aujourd'hui, on a deux endroits de fabrication. On a un endroit à Vannes, à côté de Vannes, et un endroit à côté de Poitiers. Euh, à Vannes, en fait, on est proche du sourcing du bois et de la coquille d'huître. On n'est pas très loin non plus du roseau et le talc, c'est dans le sud de la France, donc on n'est pas non plus très loin. On n'est pas jusqu'au boutiste dans le sens où on n'a pas été mettre les compounders vraiment à 3 km du lieu de sourcing, ce qui serait, je pense, pas forcément possible. Mais en tout cas, on reste sur un circuit français et je pense que c'est déjà pas mal, vu les chaînes Oui. de production où tu as des produits qui font parfois 4 fois le tour de la planète avant d'être livrés. Donc, mais c'est vrai que voilà, on peut toujours aller vers le mieux. Et enfin, ce qui est intéressant avec l'écosystème, c'est qu'il est aussi duplicable à l'infini. Demain, si on a des clients en Asie, par exemple, ce qui est possible, hein, on ne va pas se fermer de porte, on peut très bien imaginer, au lieu de s'approvisionner avec du ricin qui est fabriqué en France, aujourd'hui c'est le cas, le ricin, enfin, le ricin le PA11, il est transformé en Normandie. Mais Arkema a aussi une usine à Singapour. Donc demain, on pourrait très bien imaginer utiliser le ricin qui est fabriqué à Singapour et avoir un partenaire compounder en Asie qui utilise des charges végétales et minérales qui viennent d'Asie et voilà, créer un écosystème sur place là-bas. Ça impliquerait qu'on ait des marchés là-bas, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais voilà, enfin, intellectuellement, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Et ouais, du coup, pour continuer sur la démarche, je vous parlais de l'écosystème tout à l'heure. Donc, on a dans notre écosystème en circuit court, on a des designers, on a des plasturgistes, on a des agences d'éco-conception, Cantis par exemple, Coopérative Mu, qui sont des gens qui accompagnent des entreprises à éco-concevoir leurs produits. Et en fait, aujourd'hui, Greenfib, au-delà de vendre de la matière, on accompagne nos clients à l'éco-conception. On les coach pour qu'ils créent des produits qui soient monomatières pour faciliter le recyclage, qui soient robustes pour faciliter leur durabilité. Et on est aussi structuré un petit peu comme un mini bureau d'études, même si on n'est pas un vrai bureau d'études, dans le sens où quand un client vient nous voir et qu'il n'a pas d'écosystème industriel, on peut le mettre en relation avec un designer, avec un injecteur pour fabriquer son moule et injecter en série. Et on a même des contacts avec des distributeurs comme Biocoop, comme Leroy Merlin, où on peut accélérer aussi la commercialisation. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir ce rôle-là de facilitateur. Et on aide aussi à co-construire les filières de recyclage. Comme on a fait avec les lunettes, sur plein d'autres projets, on aide à implanter les points de collecte et à déjà donner l'idée de la filière de recyclage qui n'est pas forcément toujours dans la tête des gens. Et ensuite, voilà, organiser la collecte, organiser le recyclage, trouver les recettes de recyclage qui conviennent le mieux aux applications. Et puis, on essaye aussi de challenger tous nos clients sur la notion de réparabilité, à l'image de Fairphone avec son téléphone réparable. Quand on a des fabricants de montres qui viennent nous voir, on essaye de leur suggérer la réparabilité des montres et aussi les modèles économiques qui pourraient aller avec ça, c'est-à-dire des montres en location, par exemple, et que quand elle a un bug, le fabricant la récupère pour du coup réparer la pièce qui pose problème. Voilà, donc on essaye d'accompagner nos clients sur toutes ces choses-là. Et puis aussi,
on a essayé de mettre en place, enfin, on a mis en place une preuve de la cohérence écologique de Greenfield. Je ne sais pas si vous êtes tous renseignés sur la notion d'analyse de cycle de vie, mais en tout cas, c'est une notion qui est très intéressante. L'analyse de cycle de vie, elle permet d'évaluer les performances environnementales d'un produit. Et donc, nous, on en a réalisé une sur Greenfield. Donc, on a analysé l'empreinte carbone de tous les ingrédients qu'on utilise. Donc, l'agriculture du ricin, l'extraction du talc, le fait de récupérer les déchets de bois chez une scierie. Ensuite, la production de tout ça, donc le compoundage de toutes ces charges-là. Et puis, on s'est dit, ben, c'est bien d'avoir une notion de l'impact de la matière, mais essayons aussi de la projeter sur des produits finis. Par exemple, un gobelet, une monture de lunettes. Et donc, on a aussi fait des scénarios où on vient injecter la matière, on vient la transformer en produit fini. Et puis, on a aussi essayé d'intégrer dans notre ACV l'usage du produit. Parce que finalement, ce qui consomme le plus sur un produit, c'est souvent l'usage. C'est souvent, par exemple, sur une lunchbox réutilisable, si on la lave à chaque fois, c'est le lavage et le transport qui vont polluer le plus. Donc on a aussi essayé d'intégrer ça. Et puis, évidemment, la fin de vie avec le recyclage de la matière. Et donc, en termes de résultats, on a obtenu des résultats du coup qu'on présente en toute transparence. On est un des seuls fabricants de matière qui présente ces résultats et qui aide à les analyser. Donc, 1 kg de green fib en sortie de nos fabricants Bretagne ou Nouvelle-Aquitaine, ça pèse à peu près 4,1 kg équivalent CO2. Une fois qu'on l'a transformé, donc une fois qu'on l'a injecté, extrudé ou imprimé en 3D, le kilo de green fib, donc le kilo de gobelet par exemple, va peser 4,5 kg d'équivalent CO2. Pour la phase d'usage, on dit à nos clients, bah, c'est à vous de jouer. Nous, on vous accompagne, on vous aide à mettre en place la filière de lavage, la filière de recyclage, etc. Mais c'est à vous de jouer parce que nous, on ne peut pas assurer cette phase-là. Et par contre, pour la filière de recyclage, là, on se rend compte qu'il y a un effet positif de recycler. C'est-à-dire que 1 kg de green fibre recyclé, il pèse 4,1 kg d'équivalent CO2. Donc, on a quasiment enlevé tout l'impact de la transformation grâce au recyclage. Et donc, ça vous paraît peut-être pas, mais l'idée, c'est de se comparer après à d'autres matières. Aujourd'hui, nous, on s'est comparé à des matières qui sont techniquement similaires à Greenfield. On pourra parler dans un second temps des matières qui sont plus faibles techniquement. Mais tout d'abord, par rapport à des matières comme le polyamide pétrosourcé, comme le polycarbonate, comme le PMMA, qui sont des matières qui ont à peu près les mêmes performances mécaniques, thermiques, chimiques que Greenfield, on va diviser en moyenne les impacts par 2. Et là, on est sur l'impact carbone. Dans notre ACV, on a aussi des impacts de trophisation, d'acidification, de consommation de ressources fossiles. Et ça, c'est des données qu'on peut présenter sur demande. Il n'y a aucun souci, c'est juste que là, je ne voulais pas trop rentrer dans la complexité. Donc, en fait, par rapport à ces matières-là, qui sont des matières techniques, on divise par 2 l'impact CO2, ce qui est super intéressant. Et par contre, là, on a été étonnés, nous, en faisant l'ACV, parce que l'idée de faire une ACV, c'était aussi de challenger tout ce qu'on disait, 100% biosourcé, travailler un circuit court, on est forcément plus écologique, c'est génial, etc. Oui, mais au bout d'un moment, il faut quand même des chiffres, il faut mettre des chiffres sur tout ça. Là où notre ACV nous a étonnés, c'est qu'on s'est aperçu que par rapport à des plastiques à usage unique, par exemple, comme du polypro, du PE, du PET, des plastiques qui sont dédiés à des usages éphémères, comme pour fabriquer des bouteilles d'eau, on va avoir des impacts qui sont légèrement supérieurs. Par exemple, un polypro, on est à 2,5 kg équivalent CO2, nous on est à 4. Sauf qu'en fait, c'est des matières qui sont dédiées à des usages uniques, et donc c'est des objets qui vont durer beaucoup moins longtemps. Par exemple, vous prenez une bouteille d'eau PET cristalline ou une autre marque, bah, celle-ci, elle est à usage unique, on l'utilise une fois, on la jette. Alors que vous prenez une gourde, par exemple, éco-conçue en green fib, là, l'impact d'une utilisation, il va être plus élevé pour green fib, mais comme on va utiliser la gourde 100 fois, 200 fois, 1000 fois, voire plus, sur l'ensemble de son cycle de vie, eh ben, on va économiser des gains qui sont très importants. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on veut travailler. C'est sur l'ensemble du cycle de vie et c'est sur des objets du coup qui sont durables. Et on travaille aussi, pour peut-être terminer avant les questions, mais on travaille aussi sur la notion
on amortit l'impact écologique d'une solution en fonction de son nombre d'utilisations, mais on amortit aussi le coût économique d'un produit en fonction de son nombre d'utilisations. On vient souvent nous dire oui, mais ce produit-là en Green Field, il va être plus cher que ce même produit-là en polypro, en PET ou en PE. Oui, c'est vrai pour une utilisation. Mais par exemple, là, je vous ai montré à l'écran, c'est une simulation qu'on a fait par une marque de cosmétiques qui nous a demandé des pots cosmétiques en Green Field. Donc des pots de 50 ml, 100 ml pour mettre des formulations. Et notre concurrent principal, c'est le pot en verre. Le pot en Green Field, il est quasiment incassable. Alors que le pot en verre, en moyenne, au bout d'une cinquantaine d'utilisations, il va casser dans la salle de bain parce qu'il est tombé, etc. Et donc, on se rend compte que sur un cycle de vie de plusieurs utilisations, de plusieurs recharges de ce pot en verre, parce que là, l'idée, du coup, c'est de faire des pots qui soient rechargeables. Le client revient avec et donc ils sont rechargés en formulation, ou du moins les pots sont consignés. On se rend compte que plus le temps passe, plus on utilise, plus le produit en verre coûte cher par rapport au produit en Green Field qui lui est amorti sur un nombre d'utilisations. Et donc, c'est exactement le même mécanisme que pour l'impact écologique. Plus le temps passe, plus le pot en Green Field il va être écologique, aussi parce que on l'utilise plus. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je pense que c'est super intéressant d'adopter cette réflexion-là, non pas sur un usage, mais sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit. Et du coup, pour finir, Greenfib, comme on a cette matière et cette démarche, on a décidé d'en faire une marque qui s'appelle Greenfib et qu'on essaye de développer un peu sur le modèle Gore-Tex. Gore-Tex, c'est une matière qu'on a retrouvée avec son nom sur tous les produits. Quand on achète une veste Gore-Tex, Nike, Adidas, Decathlon, c'est écrit Gore-Tex dessus. Et nous, c'est aussi notre objectif, c'est que sur les produits Greenfib, ce soit écrit Greenfib pour plusieurs raisons. La première, c'est pour que le consommateur final puisse aller voir ce que c'est que Greenfib, voir ce qu'il y a dedans, voir toute la dynamique de transparence qu'on a mis en place. Nous, on a tout un plan de com et un plan média qui va se mettre en place là, sur 2021 avec une agence de presse, des partenariats avec des médias, des réseaux sociaux, etc. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser le client aux ingrédients qu'on a dans la Greenfib, aux lieux de production et surtout à où est-ce qu'il peut aller recycler les produits en Greenfib quand ils sont en fin de vie. Et donc, dans à peu près 2-3 mois, en juin, vous devriez voir les premières lunettes en Greenfib avec écrit Greenfib dessus. Et puis, vont suivre les lunchbox, les petits modules Antarctica cosmétiques et pas mal d'autres produits qui sont dans les tuyaux dont on ne peut pas trop parler pour l'instant, mais qui sont prévus. Et du coup, voilà, pour conclure, notre objectif, c'est de créer des produits à impact écologique, donc des produits qui soient d'abord utiles, durables, multi-usages, et qu'on prouve leur caractère écologique par une analyse de cycle de vie. À chaque fois, on pousse nos clients à faire ça. Et des produits aussi à fort impact économique. Quand nos clients nous disent oui, mais votre matière elle coûte cher, on leur répond bah non. Peut-être qu'elle coûte cher, mais vous allez gagner plus d'argent parce que vous allez faire plus de marge, parce que l'objectif c'est que vous vendez moins, mais mieux. Si on ne vend pas moins, mais mieux, on ne changera jamais. On va continuer à vendre des quantités faramineuses de produits et on ne sera pas dans un système qui va fonctionner. Donc l'objectif, c'est de vendre moins, mais mieux. C'est un peu compliqué à faire entendre à des gens qui doivent avoir une rentabilité à la fin de l'année, qui doivent payer des salariés, etc. Et voilà, c'est vraiment ça l'objectif. C'est de la création de valeur économique et écologique. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre dispo pour y répondre. Merci à toi, Nicolas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est sur la plateforme dans l'onglet conférences. Voilà, il y a un petit chat sur lequel vous pouvez poser des questions. Donc, je l'ai à côté de moi, n'hésitez pas. Autrement, j'avais une petite question simpliste peut-être pour commencer, mais Greenfib, d'où ça vient le nom Greenfib? Alors ça, c'est une bonne question parce que moi, je suis arrivé après que le nom ait été inventé. Je crois que c'est Luc, le créateur de Greenfib, justement, qui a inventé ce nom. Il faudra lui poser la question en personne. Je pense que je vais répondre à côté si j'essaye de répondre. Donc, mais bon, voilà, je pense que la réponse est dans le nom. Green pour le côté écologique, Fib pour le côté fibré. Et peut-être parce que ça sonnait bien et que c'était assez facilement mémorisable. Ok, très bien.
Je ne vois pas de questions arriver. On va peut-être attendre un petit peu. Ouais. Autrement, tu peux peut-être remonter sur ta toute première slide, histoire d'avoir Ouais, carrément. Hop. l'attention. De toute manière, voilà, si vous voulez poser des questions plutôt en privé, Nicolas sera sur son stand. Et donc, tu as aussi sûrement mis des… Ah, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible de revenir sur la diapo des impacts? Oui. Et une deuxième question, est-ce que ça passe au lave-vaisselle? Alors ça, il me semble que tu l'avais mentionné. Ouais. Alors, la première question, donc ouais, voilà la slide des impacts. Je ne sais pas si c'était celle-ci ou celle-ci que la personne souhaitait. Et pour la deuxième question, oui, la matière passe au lave-vaisselle. Elle a été garantie 10 ans au lave-vaisselle par Platex, qui est un des leaders du plateau repas de collectivité. Donc, elle a été garantie sous forme de plateau. Ça veut pas dire que la matière est garantie pour tous les usages, mais globalement, tout ce qui est contenant alimentaire, des gobelets, des lunchbox, des plateaux, la matière passe au lave-vaisselle. Les tests ont été faits avec 800 et 1000 fois les doses de lessiviel qu'on met normalement dans un lave-vaisselle. Donc vraiment c'est un test de vieillissement qui est assez exigeant. J'ai une autre question. Quelle est la résistance au feu, à la chaleur de ton matériau? Très bonne question. Alors il y a plusieurs réponses à ça. Résistance au feu, la matière a été testée par un gros industriel des interrupteurs électriques, des prises électriques que vous connaissez sûrement. Je pense que si vous regardez dans votre pièce, l'interrupteur électrique, ce sera sûrement cette marque-là. Ils ont testé la grain fib jusqu'à 960 degrés au fil incandescent. Donc c'est un test qui est comparable aux normes UL 94, je ne sais pas si vous connaissez, et qui en gros atteste de l'auto-extinguibilité d'un matériau. Donc la matière est auto-extinguible, si on lui met le feu, elle s'éteint toute seule, et donc elle résiste jusqu'à 960 degrés au fil incandescent. Après, tout ce qui est résistance thermique en continu, donc si on laisse la matière en continu à une température, là sa résistance maximale c'est 90 degrés. Donc ça passe au lave-vaisselle, mais il ne faut pas aller plus haut en continu, sinon la matière peut commencer à fondre. Son point de fusion il est à 190 degrés, mais en tout cas elle va sérieusement se ramollir au-delà de cette température. Ok. J'ai une question. Est-ce que c'est résistant aux produits chimiques? Oui, c'est résistant aux produits chimiques de par les tests qu'on a fait au lave-vaisselle aussi, avec les détergents, les lessiviels. Super résistance à ce niveau-là. Ça résiste aux formulations cosmétiques, donc les huiles, les parfums, les maquillages. Ça résiste très bien aux huiles, au vinaigre, au café, au citron. On a même fait des tests avec du ketchup, ça résiste bien. Donc, globalement, c'est une matière qui a une excellente résistance chimique. Et c'est aussi ça qui permet de garantir la matière au lave-vaisselle. Ok. J'ai un retour sur la slide qu'on t'avait demandé d'afficher. Donc, c'est impact écologique et énergétique. Peut-être ton avant-dernière slide. Est-ce que tu peux essayer de… Ah oui, exact. Voilà, c'est ça. Alors, en attendant peut-être la question sur cette slide, j'ai une question. Alors, est-ce que, au niveau des propriétés mécaniques, la matière pourrait être utilisée dans des domaines plus techniques comme l'aviation? Entre parenthèses, comparé au thermodure. Alors, comparé au thermodure, il faudrait préciser l'application. Dans un avion, vous avez des sièges, vous avez de la vaisselle, vous avez le tublage, vous avez la motorisation. C'est assez varié les pièces qu'on peut fabriquer. Déjà, en fait, le polyamide 11, il est déjà utilisé dans l'automobile, dans l'aviation, sur des gaines et des tubes, par exemple. Donc, on pourrait très bien imaginer utiliser Green Fibre sur ces applications-là. Après, voilà, ouais, faudra préciser l'application, mais comme ça, en tout cas, ça s'étudie. S'il y a un projet, ça s'étudie. Bah, écoute, s'il y a un projet, peut-être qu'on peut t'en toucher un mot. Est-ce qu'on pourrait imaginer une utilisation dans le secteur du bâtiment pour créer des sortes de briques ou autres? Alors, non. Pourquoi? Parce que, enfin, oui, techniquement. C'est faisable techniquement. Non, parce que je pense qu'en termes de modèle économique, pour l'instant, ce serait très compliqué. La grain fibre reste quand même une matière qui est plus chère que les plastiques conventionnels. Et donc, pour l'instant, nous, on cible quand même des produits qui vont être
de taille petite ou moyenne et dans lesquels le coût matière est faible par rapport au coût global. Par exemple, une lunette, de base, vous avez 1 ou 2% de coût matière dans une monture de lunettes. Quand on met de la grain fibre, on passe à 2 ou 3%. Je vous donne des ordres d'idées comme ça, mais voilà. Donc, l'élasticité coût matière, coût global est faible, ce qui permet de facilement remplacer une ancienne matière. Dans le bâtiment, voilà, tout le bloc, c'est la matière et quasiment l'ensemble des coûts, c'est la matière. Alors, sur ce produit-là, et donc, ça me paraît un peu complexe. Par contre, on peut faire des interrupteurs électriques qu'on va mettre dans des maisons. On a un super truc avec une marque qui s'appelle Nodon. Ils ont développé des interrupteurs électriques sans fil, sans pile. Donc, la seule pression du doigt sur l'interrupteur génère suffisamment d'énergie pour envoyer un signal à un émetteur qui allume la lampe, ou qui allume une télé, ou qui allume un appareil. Et l'intérêt aussi, c'est que quand vous rénovez une maison, au lieu de casser la cloison pour repasser les fils, remettre des nouveaux interrupteurs, là, vous n'avez pas besoin de casser la cloison, vous pouvez juste refaire la peinture et venir poser ce petit interrupteur avec son émetteur. Et donc, du coup, on gagne de l'argent et on gagne aussi des impacts écologiques parce qu'on n'a pas refabriqué un pan entier de la maison juste pour faire passer des câbles derrière le mur. J'ai peut-être une dernière question. Quelle température et pression d'injection comparée aux autres produits, donc les concurrents? Alors, la pression, je ne saurais pas dire, je peux envoyer des fiches de mise en œuvre, il n'y a pas de souci. La température, la matière s'injecte autour de 200-210 degrés, comme un polyamide traditionnel. Ok, très bien. Écoute, merci Nicolas, on va arriver à la fin du créneau. Donc, si d'autres personnes ont envie de te poser des questions, donc ton stand Greenfib, voilà, il est sur le salon, je pense que tu y seras. Ouais. Voilà, écoute, je te remercie pour ta présentation, c'était très clair. Et, Avec grand plaisir. Et puis voilà, si vous avez des projets en tant qu'industriel, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en tant qu'étudiant, n'hésitez pas non plus. Je sais que la période n'est pas forcément facile pour les étudiants, mais restez avec de l'énergie et de l'optimisme. Il y a plein de solutions qui se mettent en place en ce moment. Si ça ne bouge pas assez vite, il ne faut pas hésiter à créer des boîtes. Il y a plein d'argent, je crois, qui sont en train d'être débloqués là, avec le nouveau plan de transition écologique. Donc, il y a sûrement des fonds à aller chercher pour créer des choses. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas de besoin en stagiaire. J'ai reçu quelques demandes en alternant. Mais voilà, s'il y a des choses qui s'ouvrent, on ne manquera pas de vous solliciter à ce niveau-là. ok. J'ai quelques autres questions, je vais les rediriger sur ton stand, tu leur répondras en privé. Ouais, carrément, on fait comme ça, très bien. Écoute, merci beaucoup Nicolas, et merci à tous pour les Merci à questions tous et à toutes. Bientôt. pour l'attention. Allez, salut! Salut.